Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast de Philippe. Merci de me recevoir. Merci d'être là. Mhm. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous rappelle de vous abonner sur YouTube, Spotify et Amazon et de liker l'épisode si le sujet vous intéresse. Oui, ça nous aide beaucoup. Votre soutien est vraiment important, surtout avec ma campagne de sociofinancement en cours pour ma Feature Exposition Photo. Absolument. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, l'intelligence artificielle dans le système judiciaire. Oui. Est-ce qu'on est au bord d'une révolution ou est-ce que c'est juste un feu de paille? Bonne question. On va essayer de démêler tout ça ensemble. Avec plaisir. On entend beaucoup parler d'IA ces temps-ci, Mhm. et la justice n'y échappe pas. Non, c'est vrai. En France, il y a déjà des exemples concrets d'utilisation de l'IA dans les tribunaux. Oui, c'est exact. Prenons par exemple le système d'occultation automatique des données sensibles dans les décisions de justice. Ah oui, intéressant. C'est essentiel pour garantir la protection de la vie privée. Il y a aussi des outils d'aide à la qualification pénale qui sont en phase de test. Imaginez le gain de temps que ça représente pour les magistrats. Et puis, il ne faut pas oublier les avocats qui utilisent déjà l'IA pour faire de la recherche juridique et synthétiser des documents. C'est vrai, l'IA commence à faire partie du quotidien des professionnels du droit. Oui, de plus en plus. Mais justement, quelle est la position du ministère de la Justice français face à cette nouvelle technologie? Est-ce qu'ils sont prêts à miser à fond sur l'IA? Le ministère adopte une approche plutôt pragmatique. D'accord. L'idée n'est pas de remplacer les juges par des machines, hein. L'objectif, c'est d'utiliser l'IA pour répondre à des besoins concrets. Par exemple, en France, on a un gros problème de délai de traitement des affaires. L'IA pourrait aider à raccourcir ces délais. On cherche aussi à automatiser certaines tâches répétitives pour libérer du temps aux magistrats et leur permettre de se concentrer sur des analyses plus complexes. Donc, si je comprends bien, on ne parle pas encore de révolution, mais plutôt d'une intégration progressive et réfléchie de l'IA. Exactement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérive? Bien sûr. On entend beaucoup parler des biais algorithmiques, de la protection des données. Est-ce que la France prend ces risques au sérieux? Bien sûr. L'utilisation de l'IA dans le domaine judiciaire soulève des questions éthiques et juridiques importantes. La protection des données personnelles est une priorité absolue, surtout quand on sait que les informations traitées par les magistrats sont souvent très sensibles. Justement, en parlant de protection des données, est-ce que la France s'appuie uniquement sur des solutions d'IA développées en France? Ou est-ce qu'on utilise aussi des technologies étrangères, ce qui pourrait poser des problèmes de souveraineté numérique? C'est une question centrale. L'utilisation de modèles d'IA, basés sur des infrastructures étrangères, représente un risque en termes de souveraineté et de sécurité. Le ministère de la Justice encourage donc l'utilisation d'infrastructures indépendantes et sensibilise les agents aux risques liés aux outils non conformes. On comprend donc que la France adopte une approche prudente et réfléchie. Oui, c'est ça. Mais concrètement, à quoi peut-on s'attendre pour l'avenir? Est-ce que la justice française sera bientôt entièrement automatisée? Est-ce que les juges seront remplacés par des robots? Pas vraiment. Il ne s'agit pas de remplacer les humains. Le ministère de la Justice a prévu de lancer des expérimentations d'outils d'IA dès 2025. Mais l'humain restera au cœur du système. On parle aussi de la création d'une labellisation justice pour garantir la fiabilité et la sécurité des solutions d'IA utilisées dans le système judiciaire. C'est intéressant. Mais parlons maintenant des avantages. Qu'est-ce que l'IA peut apporter de positif au système judiciaire français? On parle souvent du gain de temps, mais est-ce qu'il y a d'autres bénéfices? Est-ce que l'IA peut réellement améliorer l'accès à la justice pour les citoyens? Oui, absolument. L'IA a le potentiel d'apporter bien plus que du gain de temps. D'accord. Par exemple, imaginez des chatbots qui pourraient aider les citoyens à rédiger des plaintes ou à comprendre des décisions de justice. Ça pourrait faciliter l'accès à la justice pour beaucoup de gens. On peut aussi espérer une meilleure qualité des décisions plus uniformes et mieux argumentées. C'est prometteur. Oui. Mais concrètement, si l'accès à la justice est simplifié grâce à l'IA, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une explosion du nombre de demandes? Oui, c'est possible. Comment le système judiciaire pourra-t-il gérer cet afflux potentiel de requêtes? C'est une question pertinente. Il faut effectivement anticiper une possible augmentation des requêtes Oui. et s'organiser pour absorber ce flux supplémentaire. C'est un défi, mais c'est aussi une opportunité de moderniser le système judiciaire et de le rendre plus efficace. Et pour terminer cette première partie, la question que tout le monde se pose. Est-ce que l'IA peut rendre la justice plus juste libre? Ou est-ce qu'on risque de créer de nouvelles inégalités? C'est la grande question. D'un côté, l'IA peut contribuer à une justice plus efficace et plus accessible. De l'autre, il faut être vigilant face au risque de biais algorithmiques qui pourraient perpétuer des discriminations. C'est un sujet complexe qui mérite une réflexion approfondie.
On va continuer à explorer ces questions dans la deuxième partie de cet épisode. On parlera notamment du cas du Canada et de rapproches face à l'IA dans la justice. On poursuit notre exploration de l'intelligence artificielle dans le monde de la justice. Dans la première partie, on a vu que l'IA s'intègre progressivement aux tribunaux français, avec des applications concrètes pour automatiser certaines tâches et faciliter le travail de magistrats. Exactement. On a aussi abordé les questions éthiques et les risques potentiels liés à l'utilisation de l'IA dans un domaine aussi sensible que la justice. Tout à fait. Et l'un des défis majeurs, c'est la question des biais algorithmiques. On sait que les algorithmes sont conçus par des humains et ils peuvent donc refléter les biais conscients ou inconscients de leurs créateurs. C'est inquiétant quand on réalise que ces algorithmes peuvent influencer des décisions de justice qui ont un impact direct sur la vie des gens. Absolument. Imaginez un algorithme utilisé pour évaluer le risque de récidive d'un accusé. Si cet algorithme est biaisé envers certains groupes ethniques ou sociaux, ça peut conduire à des décisions injustes et discriminatoires. On a vu des exemples concrets de ce genre de dérive aux États-Unis avec des algorithmes accusés de discriminer les Afro-Américains. C'est un rappel important que même si la technologie peut être neutre en apparence, son application peut avoir des conséquences très réelles sur les individus. Exactement. C'est pour ça qu'il est primordial de mettre en place des garde-fous pour garantir que les algorithmes utilisés dans la justice sont éthiques et transparents. Justement, la transparence est un autre point crucial. Si on ne comprend pas comment un algorithme arrive à une conclusion, comment peut-on faire confiance à sa décision? C'est tout le problème des boîtes noires. Souvent même, les développeurs ne peuvent pas expliquer en détail le raisonnement d'un algorithme complexe. Alors, comment un juge peut-il justifier sa décision s'il s'appuie sur un outil dont il ne comprend pas le fonctionnement? N'est-ce pas problématique pour la légitimité de la justice, ça, Fève? Effectivement, c'est un vrai défi pour le système judiciaire. Il faut trouver un équilibre entre l'utilisation de technologies puissantes comme l'IA et le maintien d'une justice humaine compréhensible et responsable. Plus de transparence, mais aussi plus de contrôle humain sur les décisions prises par l'IA. C'est ce qu'il faut viser, non? Absolument. L'IA doit être un outil au service de la justice et non l'inverse. Il faut que ce soit des humains, des juges formés et responsables qui prennent les décisions finales en s'appuyant sur des informations claires et vérifiables. En France, le ministère de la Justice semble conscient de ces enjeux et met en place des mesures pour encadrer l'utilisation de l'IA. Mais est-ce suffisant? Est-ce qu'on va pas trop vite? C'est un bon début, mais la vigilance est de mise. L'IA est en constante évolution et les risques potentiels évoluent aussi. Il faut un dialogue constant entre les experts en technologie, les juristes, les magistrats et les citoyens pour s'assurer que l'IA est utilisée de manière responsable et éthique dans le domaine de la justice. Au-delà de la question des biais et de la transparence, y a-t-il d'autres risques liés à l'utilisation de l'IA dans la justice? Bien sûr. Par exemple, il y a la question de la protection des données personnelles. Les systèmes d'IA ont besoin d'énormes quantités de données pour fonctionner et il est crucial de garantir que ces données sont collectées, stockées et utilisées de manière sécurisée et respectueuse de la vie privée. On peut facilement imaginer les dérives possibles avec des données sensibles qui pourraient être utilisées à des fins malveillantes. Tout à fait. Et puis, il y a aussi la question de la cybersécurité. Un système judiciaire qui s'appuie sur l'IA est potentiellement vulnérable aux attaques informatiques, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Imaginez un piratage qui modifierait des données ou des algorithmes. Cela pourrait avoir des impacts considérables sur des décisions de justice. Finalement, l'IA dans la justice, c'est une révolution qui suscite autant d'espoir que de crainte. On voit bien qu'il faut avancer avec prudence. Exactement. C'est une technologie puissante qui a le potentiel de transformer la justice pour le meilleur, mais qui doit être utilisée avec beaucoup de discernement. Et c'est à nous, citoyens, de nous informer, de débattre et de veiller à ce que cette révolution technologique se fasse dans le respect de nos valeurs et de nos droits fondamentaux. Tout à fait. L'avenir de la justice à l'ère de l'IA se joue maintenant, et c'est à nous tous de le construire. On a beaucoup parlé de la France, mais qu'en est-il du Canada? Est-ce qu'ils ont la même approche que la France concernant l'IA dans la justice? Le Canada explore aussi l'intégration de l'IA dans son système judiciaire avec des objectifs similaires à la France. Améliorer l'efficacité et l'accès à la justice et réduire les délais de traitement. Mais ils ont un atout majeur. Ils misent beaucoup sur l'IA pour la traduction et l'interprétation des documents juridiques, ce qui est essentiel dans un pays bilingue. Ah oui, c'est vrai. La France n'a pas encore vraiment exploré cet aspect de l'IA dans le domaine juridique. Exactement. Mais au-delà des spécificités de chaque pays, ce qui est primordial, c'est d'avoir un cadre éthique rigoureux pour encadrer l'utilisation de l'IA dans la justice. D'accord. Donc, que ce soit en France ou au Canada, l'IA dans la justice, c'est une révolution en marche, mais une révolution qui doit être menée avec prudence et discernement. Tout à fait.
L'innovation technologique est essentielle, mais elle ne doit pas se faire au détriment des principes éthiques et de la dimension humaine de la justice. Avant de conclure cette deuxième partie, j'aimerais revenir sur un point qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure. L'abandon du projet français de référentiel pour l'indemnisation des préjudices corporels. Est-ce que cet échec peut nous apprendre quelque chose sur les limites de l'IA dans le domaine juridique? Oui, absolument. Cet abandon illustre bien la complexité de certains domaines du droit. L'évaluation des préjudices corporels est très subjective. Elle dépend de nombreux facteurs et il est difficile de les traduire en algorithme. Donc l'IA ne peut pas tout faire. Il y a des domaines où le jugement humain reste indispensable. C'est exact. L'IA peut être un outil puissant, mais elle ne peut pas remplacer complètement l'expertise et l'expérience des juges. 100 points pour t'en retenir. On a vu les avantages de l'IA, les risques potentiels, les questions éthiques. Mais au final, quelle est la place de l'humain dans tout cet élan? Est-ce que l'IA va remplacer les juges? On en parlera dans la troisième et dernière partie de cet épisode. On arrive à la dernière partie de notre exploration de l'intelligence artificielle dans le système judiciaire. On a vu les avantages, les défis, les risques, mais finalement, quelle est la place de l'humain dans tout ça? Est-ce que l'IA va remplacer les juges? C'est une question qui revient souvent et c'est normal de s'interroger. Mais pour moi, il faut rappeler que l'IA n'est qu'un outil. Un outil puissant, oui, mais qui doit rester au service de l'humain. Donc pas de justice 100% automatisée, avec des robots juges qui rendraient des verdicts froids et impersonnels. Je ne pense pas que ce soit souhaitable, ni même réaliste. La justice, c'est avant tout une affaire humaine. C'est une question de jugement, d'empathie, de compréhension des nuances d'une situation. Des qualités qui sont pour l'instant difficiles à reproduire avec une machine. C'est rassurant parce qu'une justice déshumanisée, ça fait un peu peur. Il faut l'avouer. Oui, tout à fait. L'IA peut nous aider à traiter les affaires plus efficacement, à identifier des tendances, à éviter des erreurs. Mais la décision finale, celle qui engage la liberté, les droits et les responsabilités des individus, doit rester entre les mains d'un juge humain. Un juge qui a la capacité de prendre en compte tous les éléments d'un dossier, même les aspects émotionnels, les circonstances particulières, tout ce qui ne peut pas être quantifié par un algorithme. Exactement. L'IA peut être un outil précieux pour éclairer la décision du juge, mais elle ne doit jamais se substituer à son jugement humain. En fait, on peut imaginer une collaboration entre l'humain et la machine où chacun apporte ses compétences spécifiques. C'est l'avenir de la justice selon moi. Une justice augmentée par l'IA, mais toujours guidée par des principes éthiques forts et par le respect de la dignité humaine. C'est une vision positive. Ouais. Mais pour en arriver là, il faut que les citoyens soient conscients des enjeux, qu'ils participent au débat, qu'ils fassent entendre leur voix. Absolument. L'avenir de la justice, c'est l'affaire de tous. Il faut que les citoyens soient informés, qu'ils s'engagent, qu'ils interpellent les décideurs pour s'assurer que l'IA est utilisée de manière responsable. Et c'est un peu le but de ce podcast, non? Informer, sensibiliser et peut-être même inspirer les auditeurs à s'investir dans ces questions cruciales pour l'avenir de notre société. Exactement. On a tous un rôle à jouer pour construire une justice plus juste, plus humaine et plus adaptée aux défis du XXIe siècle. Et bien sur cette note d'espoir, on arrive à la fin de cet épisode consacré à l'IA dans la justice. J'espère qu'il vous aura apporté des éléments de réflexion et qu'il vous aura donné envie d'en savoir plus. N'oubliez pas de liker cet épisode et de vous abonner au podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon. C'est grâce à votre soutien que je peux continuer à créer du contenu de qualité. Et si vous souhaitez soutenir mon projet d'exposition photo, n'hésitez pas à participer à ma campagne de sociofinancement. Tous les détails sont disponibles sur mon site web. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur un tout autre sujet. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux.